Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ce bilan de mes lectures de janvier, je tenais à vous remercier parce que nous avons passé le cap des 500 abonnés. D'ailleurs à ce sujet, YouTube m'a envoyé un petit mail pour me dire super cool, vous pouvez remplir maintenant un jumbo jet. J'ai trouvé l'image assez parlante et amusante. Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Est-ce qu'on remplit un paquebot? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bref, trêve de plaisanterie. Merci infiniment à ceux qui sont là depuis très longtemps, qui sont très actifs, qui commentent, qui like, qui me suivent également sur Instagram. Merci aussi aux abonnés qui sont plutôt invisibles, entre guillemets, qui ne commentent pas ou très peu mais qui sont quand même là, donc je respecte tout à fait ça, il n'y a pas de problème. Et puis surtout bienvenue aux nouveaux arrivants, j'espère que vous vous plairez bien par ici. En tout cas sachez qu'on parle de livres et on se prend pas la tête. Et d'ailleurs je vous filme alors qu'il fait nuit, hein, je suis désolée, ça va être les lumières artificielles mais bon je fais comme je peux quand je trouve un moment pour filmer, et il se trouve que étant donné qu'on a un hiver, c'est souvent qu'il fait nuit. Bon, je commence tout de suite avec mes lectures du mois de janvier. Alors je dis janvier mais je triche un petit peu puisque le premier livre dont je vais vous parler c'est un livre que j'ai lu toute fin décembre et que j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Donc je le fais maintenant. Il s'agit de Cyanure de Camilla Lackberg aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir, et il s'agit d'un hors-série de la saga principale de Camilla Lackberg, donc la saga de Erika Falk et Patrick Edstrom. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je suis en train de faire toute la saga depuis le début. Et ça c'est le hors-série. Je dirais que c'est plus une nouvelle puisqu'en fait le roman fait que 150 pages et ça se lit hyper rapidement. Donc on va suivre cette fois-ci Martin Molin qui est le jeune collègue de Patrick Edstrom. Ils sont inspecteurs de police tous les deux, et là on va suivre donc Martin qui va être invité par sa petite amie au repas de famille. Ça se passe pendant les fêtes de fin d'année, et donc il va être invité au repas de famille de sa copine. Il n'est pas très emballé par l'idée d'y aller au départ, mais bon il se laisse convaincre, et il va débarquer sur l'île de Valo puisqu'en fait le grand-père de Lisette, sa copine, est en fait un richissime magnat de l'industrie qui a décidé de louer une maison d'hôte sur l'île pour l'occasion. Donc on va retrouver toute cette petite famille, le grand-père évidemment, puis les deux fils avec leurs femmes et leurs deux enfants respectifs, plus Martin qui est un petit peu la cinquième roue du carrosse. Évidemment tout le monde lorgne sur l'héritage de papy et tout le monde fait des courbettes devant le grand-père qui bien sûr ne s'y trompe pas. Et lors du repas de famille, il va faire une terrible annonce avant de s'écrouler raide mort dans son assiette. Alors tout le monde pense au prime abord à une crise cardiaque, mais Martin va déceler dans le verre du vieux monsieur une odeur d'amande amère qui est très caractéristique du cyanure, donc qui est un poison mortel. Donc non, ce n'est pas un accident, c'est bien un meurtre. Et Martin est bien embêté parce qu'en plus de ça, il y a une terrible tempête de neige qui s'abat sur l'île, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Suède en plein mois de décembre. Donc on va être vraiment dans un huis clos, ils vont rester enfermés sur cette île et dans cette maison d'hôte. Et donc Martin, il est le seul policier sur place, donc il va se sentir un peu pris au piège et il va devoir enquêter avec les moyens du bord. Et ça va être assez compliqué pour lui parce que déjà il manque un petit peu d'expérience, mais surtout que on est sur un huis clos où les gens sont en fait de la même famille, du même sang. Donc ils se protègent les uns des autres, donc malgré les interrogatoires qu'il va mener en parallèle, il va avoir un petit peu de mal à dénouer le vrai du faux, etc. J'ai beaucoup aimé ce hors-série qui m'a fait énormément penser à... non mais l'accent toulousain qui revient comme ça. J'ai beaucoup aimé ce hors-série qui m'a fait énormément penser à du Agatha Christie et plus particulièrement au 10 petits nègres, qui est mon roman préféré de Agatha Christie. Alors j'en ai lu pas mal d'Agatha Christie, mais voilà, les 10 petits nègres c'est toujours mon préféré. Et puis j'avoue que la fin, le coupable, j'avais pas du tout vu venir la fin et c'était vraiment super bien mené par l'autrice. Ça se lit tout seul. Et puis c'est idéal à lire pendant la période des fêtes de fin d'année. C'est exactement ce que j'ai fait entre Noël, le Nouvel An, etc. Rentrer parfaitement dans la thématique magie de Noël du Cold Winter Challenge, puisque ça se passe pendant les fêtes de fin d'année. Et voilà, c'était une super petite lecture que je vous recommande si vous voulez peut-être peut-être essayer du Camilla Lackberg, mais que vous n'avez pas envie de vous taper les romans qui font plus de 500 pages.
peut-être commencer par celui-là. Et puis si vous êtes fan d'Agatha Christie, ça ne peut que vous plaire. Je passe ensuite à mes lectures de 2019 cette fois-ci et je commence avec un coup de cœur, le premier coup de cœur de l'année et je ne m'y attendais pas et c'est vraiment super. Il s'agit de Le livre de Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Alors pourquoi je ne m'attendais pas à avoir ce coup de cœur? Pourtant j'aime énormément Joël Dicker, mais là on est sur un roman contemporain avec secret de famille. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas vraiment mon style de prédilection. Moi je préfère quand il y a du policier, du thriller, une enquête, alors que là pas du tout, on est vraiment assez éloigné de ce qu'il a pu faire avec Harry Kéber ou Stéphanie Meyer. Là on est vraiment sur un simple roman à suspense qui va tourner autour d'un drame familial. Donc pour l'histoire on va suivre Marcus Goldman qui est donc notre héros dans l'affaire Harry Kéber. Il est notre personnage principal, on le retrouve ici. Il a une trentaine d'années, il est écrivain et il a acheté une maison au bord de la mer pour s'isoler et pouvoir écrire son prochain roman. Et il va rencontrer un peu par hasard Alexandra qui est son premier amour de jeunesse en fait là. Sa première petite copine qu'il n'a jamais vraiment cessé d'aimer et qu'il n'a jamais vraiment oublié. Et du coup cette rencontre un peu inopinée va donner lieu à des réminiscences. Il va se souvenir de son passé, de sa famille. D'un côté il y a les Goldman de Montclair, donc c'est-à-dire lui et ses parents qui habitent Montclair dans le New Jersey, et puis de l'autre côté les Goldman de Baltimore, donc qui habitent dans la ville de Baltimore, c'est-à-dire son oncle, sa tante et ses deux cousins Yale et Woody qui ont à peu près le même âge que lui. Et depuis sa tendre enfance, Marcus est en admiration vraiment devant les Baltimore, en fait ils les appellent les Baltimore pour faire plus court, parce que tout leur réussit, voilà, ils sont bénis des dieux, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents, il y a tout qui leur réussit et il les envie, il est un petit peu jaloux aussi, mais voilà, il passe toutes ses vacances avec eux, avec ses cousins, ils ont formé le gang des Goldman comme il s'appelle, et voilà, ça a été vraiment une enfance où il admirait vraiment cette famille, mais on sait qu'il s'est passé un terrible drame, on sait pas quoi, mais on va voir petit à petit comment Marcus a réussi à se défaire de cette vision un peu enfantine et idéaliste pour voir un petit peu sous la surface qu'est-ce qui s'est passé, que tout n'était pas si rose dans cette famille. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai que le drame en fait arrive assez tard parce qu'on se doute qu'il s'est passé quelque chose, mais voilà, on s'attache vraiment à cette galerie de personnages. On va rencontrer aussi Alexandra avec sa famille qui vont rentrer aussi dans le gang des Goldman, et c'est vraiment un roman un peu fleuve qui va s'étaler sur plusieurs années avec bien sûr des retours au présent, puisqu'en fait on a Marcus qui nous raconte son passé. Et cette alternance passé-présent c'est vraiment un truc typique de Joël Dicker mais que j'aime beaucoup. Vraiment j'ai adoré ce livre parce qu'on s'attache tellement aux personnages. Vraiment les Goldman de Baltimore, t'avais l'impression que c'était ta propre famille et voilà, même des semaines après j'y pense encore, c'est comme si je les avais vraiment connus en fait, et j'étais tellement immergée dans ce livre. Les chapitres sont courts, ça se lit super vite, même si le bouquin il fait presque 600 pages, mais tu vois pas les pages défiler tellement que t'es vraiment à fond dedans. C'est vraiment le genre de livre que tu peux lire dans un lieu public avec du bruit autour de toi, ça va pas te déranger parce que vraiment t'es à fond dedans, tu rentres dedans, t'as du mal à le lâcher. Et c'était vraiment un plaisir à chaque fois d'y retourner, et de retrouver cette famille et de savoir vraiment mais qu'est-ce que c'est que ce drame, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cette famille éclate, etc. Et vraiment c'était juste génial, je m'y attendais pas du tout de ce coup de cœur, mais voilà, premier coup de cœur de 2019, allez-y, ce livre est trop top. On enchaîne maintenant avec une déception et je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir aimé ce livre, parce que j'en attendais peut-être un peu trop. Il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 4, Férénusia de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. J'avais adoré la trilogie, donc les 3 premiers tomes, et à la base ça ne devait être qu'une trilogie, ce 4e tome ne devait pas exister. Et pourtant, quelques années plus tard, Cindy Van Wilder nous a sorti ce 4e tome. J'avoue avoir un petit peu attendu avant de le lire. J'avais eu des retours plutôt mitigés, voire parfois négatifs, mais bon, j'avais quand même envie de me faire ma propre idée sur ce livre, et puis j'étais tellement fan de la saga que voilà, j'avais envie de voir.
Mais grand mal m'en a fait parce que ce tome 4 n'est absolument pas à la hauteur de la première trilogie. Je vais pas trop vous raconter l'histoire de ce tome 4 puisqu'on va suivre principalement le peuple des Féreux qui sont des êtres mi-humains, mi-métalliques qui sont très doués avec, pour les inventions métalliques, tout ce qui est industriel et qui sont exploités par les outrepasseurs depuis des années et des années. Ils vont se libérer du joug de leur oppresseur et on va suivre tout ça dans ce tome 4. Voilà, les Férons, on les avait rencontrés dans le tome 3. Pour l'histoire des outrepasseurs, vite fait, le tome 1, c'était Peter, un jeune adolescent lambda qui va découvrir que sa famille lui cache un terrible secret, enfin sa mère principalement, puisque son père est mort. Et il va découvrir qu'en fait, il fait partie d'une famille, la famille du renard, et plusieurs familles en fait, des animaux totems, des animaux totems, où ils peuvent se transformer en cet animal. Et ils vont devenir des outrepasseurs, donc il va découvrir ce que ça implique, quelle est cette malédiction qui s'est abattue sur leur famille depuis des générations et qui les oblige en fait à se transformer en ces animaux, en tout cas qui leur donne cette capacité là. Et donc voilà, dans ce premier tome on avait l'alternance Peter, l'initiation de Peter pour devenir outrepasseur, et puis la malédiction, les origines de cette malédiction au Moyen-Âge avec ses ancêtres. Donc ça j'avais adoré, vraiment le tome 1 il était génial. Après les deux autres étaient sympas mais il n'y avait pas plus l'alternance passé-présent. Mais alors ce tome 4 j'ai pas compris. J'ai pas compris le but parce que ça ne servait absolument rien, enfin ça n'apportait rien à l'histoire principale. J'ai trouvé l'intrigue vraiment plutôt plate, il se passe pas grand chose, même les scènes d'action on se fait chier. J'ai trouvé que c'était vraiment... ouais voilà, c'était plat, les personnages étaient creux. Et puis ce qui m'a dérangé dans ce tome-ci, c'est que tous les personnages ont un truc particulier. C'est-à-dire que moi j'ai rien contre le fait qu'on parle d'homosexualité, de bisexualité, de transgenre, enfin LGBTQ+, en littérature. Au contraire, je trouve ça génial. Mais là, c'était trop, en fait. Alors que c'est pas le sujet principal des outrepasseurs. Les outrepasseurs, c'est une initiation dans un monde de fantastique, avec des peuples, des créatures, etc., de la magie. Mais le sujet LGBTQ+, n'est en filigrane en fait à la base, et là c'était tous les personnages, ils avaient un truc particulier. Il y en avait un qui était gender fluide, l'autre qui était bi, lesbienne, homo, machin, et là tu te dis mais quel est le vrai sujet de ton roman quoi? Est-ce que c'est ça? Parce que bon, je veux dire, moi je trouvais ça un peu lourd en fait. J'ai rien contre le fait que ça soit en littérature, mais là c'était pas le sujet principal, et ça en devenait presque le sujet principal. En plus il y avait quelques scènes un peu mièvres qui m'ont fait lever les yeux au ciel, bon voilà, c'était pas... Ouais, j'ai trouvé que ce tome-ci était très superficiel, je me suis beaucoup ennuyée, pourtant j'avais vraiment adoré la trilogie. Donc voilà, je peux que vous recommander quand même de lire Les Outrepasseurs, mais lisez-le plus comme une trilogie. Vous pouvez passer votre chemin sur ce tome 4 qui n'apporte absolument rien à l'intrigue. J'ai ensuite lu un essai, j'ai lu Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chalien aux éditions Ellipse. Je sais que cette autrice qui est en fait prof de philo au lycée et à l'université a aussi écrit un sur Game of Thrones. Et bon, moi j'ai lu celui-ci puisque je suis allée au studio Harry Potter à Noël et du coup bah voilà, j'avais envie de rester dans l'ambiance Harry Potter. Donc c'est un essai qui va nous parler de la philosophie dans la saga Harry Potter, dans les livres mais aussi dans les films, puisque des fois il y a certaines différences. Elle a fait le rapprochement avec la philosophie de Platon, dont j'avais quelques notions, donc ça m'a parlé. Pareil pour l'école stoïcienne, il y a aussi la philosophie de Nietzsche. On aborde aussi la question de la liberté, la différence entre le réel et la fiction, entre le bien et le mal, et puis les questions de morale également, de finitude, de mort, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus c'est vachement abordable, on est vraiment sur une écriture très simple où en fait elle vulgarise un petit peu la philosophie, parce que c'est vrai que moi personnellement la philo j'en ai fait qu'une année au lycée là en terminale, et encore ça remonte à il y a longtemps. J'avais pas trop de notions, c'est vrai que ça m'a un petit peu frustrée le fait de pas avoir forcément toutes les notions
dont elle parlait, mais ça reste quand même hyper abordable, c'est super bien écrit et puis ça nous permet aussi de nous replonger dans la saga. Donc voilà, c'est un petit essai bien sympathique. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai rendu à ma collègue. Voilà, en ce moment avec mes collègues on se fait un trip Camilla Lackberg, on se les lit tous les uns à la suite des autres. Et donc là j'ai lu Le Tailleur de Pierre, donc de Camilla Lackberg aux éditions Babel Noir, et en fait il s'agit du tome 3 de la saga principale, donc de Erika Falk et Patrick Edstrom. C'est un livre que j'ai trouvé un petit peu en dessous des deux précédents. On va être sur le meurtre d'une petite fille, Sarah, qui a 7 ans, qui est retrouvée noyée dans la mer. Mais visiblement il ne s'agit pas d'un accident puisque après analyse on a bien retrouvé de l'eau dans ses poumons, donc ce qui prouve bien qu'elle a été noyée, mais ce n'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau douce avec du savon et du shampoing, donc c'est de l'eau d'un bain. Donc elle a été noyée dans une baignoire. C'est très très triste parce qu'il se trouve qu'en plus c'est la fille de Charlotte qui est la nouvelle amie de Erika. Erika qui est devenue maman et qui vient d'accoucher de sa petite fille, voilà, elle est fraîchement maman, elle est épuisée, elle en peut plus et elle trouve vraiment du réconfort auprès de Charlotte qui elle aussi vient d'avoir un petit garçon et qui a sa fille de 7 ans, Sarah, et qui est déjà maman, donc elle lui donne des conseils et elle l'aide, sauf que il va falloir lui annoncer à Charlotte que sa fille a été retrouvée morte, qu'on va enquêter là-dessus. Donc il va y avoir toute une galerie de personnages. Il y a Charlotte bien évidemment qui vit avec son mari Nicolas qui est médecin, avec son fils Albin et sa fille Sarah qui est fraîchement décédée. Ils vivent tous les quatre chez la mère de Charlotte, Liliane, qui est une femme vraiment horrible, un dragon qui habite avec son nouveau mari en fait, qui est le beau-père de Charlotte. Mais Stig, donc du coup le beau-père de Charlotte, est gravement malade, il est alité toute la journée, il refuse d'aller à l'hôpital. Liliane est vraiment un personnage horrible parce qu'elle est en conflit permanent avec ses voisins, donc Cage et je ne sais plus comment s'appelle sa femme, qui ont aussi un fils qui est autiste. Donc ils sont en conflit de voisinage en mode oui t'as marché sur ma pelouse, ton balcon il dépasse de 2 cm, enfin voilà, ils se font la guerre depuis des années. Et voilà, on va avoir aussi les parents de Nicolas qui ont complètement coupé les ponts avec leur fils parce que le père de Nicolas est vraiment obsédé par la religion, il est à fond dans la religion et ça a été une rupture totale avec son fils. Et du coup, même s'ils habitent dans le même village de Piașbaca, j'ai réussi à le dire grâce à Google. Alors je ne parle pas suédois, si j'arrive à prononcer le nom de ce village, c'est parce que Google Trad m'a aidé. Bref, c'est le nom de la ville où tout ça se passe, enfin toutes les histoires de Camilla Lackberg se passent. On va suivre l'enquête de Patrick qui est quand même assez peiné d'enquêter sur la mort d'une fillette, d'autant plus qu'il est tout jeune papa, donc ça le touche particulièrement. On va avoir des thématiques également très très complexes dans ce livre-ci avec la pédophilie, notamment évidemment le meurtre d'un enfant, mais aussi un sujet que j'ai trouvé très très intéressant et qui n'est pas forcément toujours abordé en littérature, c'est l'autisme avec ce personnage de Morgan, le fils du voisin, qui était voilà autiste, vraiment autiste Asperger, mais vraiment très très poussé. J'avoue que j'avais plus ou moins vu venir le coupable, pas de suite, mais je me doutais d'un truc par rapport au personnage qui est le coupable. Donc en fait j'ai pas du tout été surprise par le dénouement, en fait je m'y attendais plus ou moins, donc c'est pour ça que j'ai pas été voilà très très surprise. Après ça se lit très bien, hein, voilà, on est toujours sur cette ambiance avec ces personnages qu'on commence à connaître, qu'on apprécie, ce petit village. Voilà, après c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu en dessous parce que j'ai vu venir en fait le truc, d'autant plus que voilà, pendant des années et des années j'ai été très très fan de tout ce qui était enquête criminelle à la télé, là, les émissions en fait, Entrer l'accusé, tout ça, donc c'est vrai que c'était une thématique que j'avais déjà vue, donc ça m'a pas vraiment transcendé. Bon, je peux pas vous dire de quoi il s'agit parce que si vous allez lire, voilà, peut-être que vous le verrez pas et que ça vous fera une bonne surprise, mais en tout cas voilà, j'ai pas été transcendée par celui-ci, même si quand même le meurtre d'une petite fille c'est assez horrible. Et voilà, un petit peu en dessous, on verra le quatrième, mais j'avoue que le dernier paragraphe de la dernière page, il se passe un truc et là tu te dis what, putain,
putain, il me faut le tome 4. Donc je pense que je lirai le tome 4 prochainement, d'autant plus que mes collègues aussi elles sont à fond, donc voilà, on se les enchaîne. Donc vous allez en entendre encore parler pendant quelques mois, je le crains. Pour finir, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous retourner une vidéo, donc je préfère vous parler un maximum de ce que je lis en ce moment. Donc j'ai commencé très récemment, donc j'ai lu à peu près 100 pages, Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Donc je pense que celui-ci vous l'avez vu passer pas mal sur la booktubosphère. On va être sur un roman horreur-terreur, un peu un croisement entre Stephen King et la série Netflix The Haunting of Hill House. Je pense que c'est tiré d'un livre d'ailleurs. Voilà, une ambiance de maison hantée avec une famille qui vient d'aménager et les enfants qui vont subir des apparitions, des je sais pas quoi. Je sais pas encore, en tout cas j'en suis au début, ils sont en train d'aménager. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, donc à voir, parce que j'ai entendu des avis qui disaient que ça faisait pas si peur que ça et que c'était parfois un peu cliché, un peu, vous savez, faire peur, mais comme dans les années 80 avec des vieux effets spéciaux qui marchent plus du tout aujourd'hui quoi. Donc je ne sais pas, à voir. En tout cas, dès le début j'ai quand même eu des petites scènes qui font un petit peu froid dans le dos. Voilà, qui hérissent un petit peu les poils. Mais je vous en reparlerai évidemment dans une prochaine vidéo bilan lecture. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'au bout parce que je pense qu'elle est super longue. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez. Est-ce que vous avez déjà eu un premier coup de cœur en ce début 2019? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis à me rejoindre également sur Instagram où je suis assez active, et puis le blog où je poste des chroniques écrites très régulièrement. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt. Ciao!